Le grand trou bleu. Les plongeurs et les snorkelers naviguent à la surface depuis des décennies et explorent ce qui se trouve au-delà de l'obscurité. Pendant des décennies, le Grand Trou Bleu a été l'un des mystères sous-marins les plus célèbres de la planète. Les plongeurs avaient exploré ses parois supérieures, les scientifiques avaient étudié ses profondeurs privées d'oxygène et les photographes avaient immortalisé son cercle sombre presque parfait vu du ciel. Mais les zones les plus profondes restaient dissimulées dans l'obscurité, l'eau toxique et le silence. Puis, une expédition moderne est arrivée avec des submersibles et un sonar haute résolution afin de réaliser la première cartographie complète en 3 dimensions du gouffre. Ce qu'ils ont découvert près du fond n'était pas seulement de nature géologique. Des traces inhabituelles et d'étranges formations sont apparues dans un endroit où presque rien ne devrait pouvoir bouger, survivre ou laisser une marque. Pour comprendre pourquoi ces découvertes ont tant surpris les chercheurs, il faut d'abord comprendre le lieu où elles ont été faites. Le Grand Trou Bleu, une merveille géologique sous la mer. Le Grand Trou Bleu se situe au large des côtes du Belize, tel un œil sombre dans la mer des Caraïbes, entouré d'eau turquoise et de récifs coralliens. Vu du ciel, il paraît presque parfait, une immense ouverture circulaire dans la mer. Mais sous cette surface paisible se cache l'une des formations géologiques les plus extraordinaires de la Terre. Ce n'est pas simplement un trou dans le fond de l'océan, c'est le vestige d'un monde ancien qui se trouvait autrefois au-dessus du niveau de la mer. Durant une période glaciaire, lorsque le niveau des océans était bien plus bas qu'aujourd'hui, l'eau de pluie a creusé le calcaire et créé un réseau de grottes sèches, remplies de salles, de tunnels et de formations suspendues. Puis le climat a changé, les glaces ont fondu, les océans sont montés et le réseau de grottes a été inondé. Avec le temps, certaines parties se sont effondrées et sont restées emprisonnées sous la mer. Cette histoire fait du Trou Bleu bien plus qu'un célèbre site de plongée. Il constitue un témoignage préservé des anciens changements climatiques, de la montée des océans et des mouvements géologiques. Les chercheurs savaient que les profondeurs inférieures étaient privées d'oxygène et remplies de sulfure d'hydrogène toxique, mais personne ne savait si le fond était réellement aussi dépourvu de vie que la science le supposait. La mission revenue après un demi-siècle. En 1971, Jacques Cousteau a exploré le Grand Trou Bleu et confirmé que cet endroit était encore plus étrange qu'il n'en avait l'air vu d'en haut. Près de la surface, il y avait de la lumière, des coraux, des poissons et de l'activité. Mais plus bas, l'eau changeait complètement. Elle devenait pauvre en oxygène, toxique et hostile à tout ce qui avait besoin de respirer. L'expédition de Cousteau a révélé l'existence de 2 mondes au sein d'une même formation. La partie supérieure du Trou Bleu appartenait encore à l'océan vivant. La partie inférieure appartenait à l'obscurité, au poison et au silence. Pourtant, les couches les plus profondes restaient largement inexplorées, car la technologie de l'époque ne permettait pas de les révéler entièrement. Pendant près de 50 ans, le fond est resté une zone blanche dans les sciences océaniques. Les chercheurs savaient que le gouffre avait autrefois été une terre émergée et qu'il contenait une couche inférieure toxique. Mais personne n'avait capturé sa forme complète en 3 dimensions haute résolution, du bord jusqu'au fond. En 2018, tout a changé. Une nouvelle équipe est revenue avec des submersibles, des systèmes sonars et des outils de cartographie suffisamment précis pour transformer le son en structure. Il ne s'agissait pas d'une plongée touristique, c'était une mission technique destinée à dissiper l'obscurité, éliminer les suppositions et enfin voir à quoi ressemblait le Grand Trou Bleu de haut en bas. Une descente dans l'histoire cachée de la Terre. La descente a commencé dans le calme. La lumière du soleil accompagnait le submersible sous la surface, traversant l'eau avant de s'estomper à chaque mètre parcouru. Vu d'en haut, le Trou Bleu semblait lisse et circulaire. À l'intérieur, cette illusion disparaissait. Les parois étaient déchiquetées, irrégulières, étagées et profondément marquées. Les écrans sonars révélaient un gouffre bien plus complexe que prévu. Certaines sections s'élargissaient vers l'extérieur, tandis que d'autres se resserraient vers l'intérieur, formant des corniches et des surplombs qui n'avaient jamais été cartographiés avec une telle précision. Peu à peu, l'obscurité devenait un modèle tridimensionnel. Puis, les stalactites sont apparues. Elles pendaient des parois calcaires comme des lances figées, certaines dépassant les 40 pieds de longueur. Leur présence a changé le sens de l'expédition, car les stalactites ne peuvent pas se former sous l'eau. Elles nécessitent de l'air, de l'eau riche en minéraux qui s'égouttent et de longues périodes de conditions de grottes sèches. L'équipe ne descendait pas simplement dans l'eau, elle descendait à travers un monde englouti. À mesure que le sonar gagnait en précision, certaines stalactites semblaient inclinées.
penchant jusqu'à 12 degrés. Cela suggérait que la grotte s'était déplacée après la croissance des formations. Le trou bleu n'était pas immobile, c'était un témoin géologique. Les anciens rivages cachés sous l'eau. Alors que le submersible poursuivait sa descente, des corniches plates sont apparues à différentes profondeurs, entourant l'intérieur du gouffre comme des anneaux. Il ne s'agissait pas de plateformes naturelles quelconques, c'étaient d'anciens rivages, sculptés lorsque le niveau de la mer s'était temporairement stabilisé durant sa lente montée. Chaque corniche marquait un moment où l'océan était resté assez longtemps au même niveau pour graver une limite dans le calcaire. Le trou bleu avait enregistré l'inondation du réseau de grottes étape par étape. C'était une véritable archive climatique. Mais au-delà d'environ 300 pieds de profondeur, la nature de la plongée a complètement changé. Les relevés chimiques ont évolué. La visibilité a chuté. L'eau devant eux est devenue trouble et étrange. Le submersible avait atteint la frontière que Cousteau avait évoquée plusieurs décennies auparavant. C'était l'endroit où le trou bleu cessait de se comporter comme une grotte noyée pour devenir quelque chose de bien plus dangereux, la couche toxique qui préserve la mort. Vers 300 pieds de profondeur, les submersibles sont entrés dans la couche de sulfure d'hydrogène. À la caméra, elle ressemblait à un nuage jaune verdâtre suspendu sous l'eau. Les projecteurs l'atteignaient et leur lumière disparaissait presque instantanément. La visibilité s'est effondrée. Au-dessus de cette couche, la vie pouvait encore exister. En dessous, l'oxygène disparaissait. Le sulfure d'hydrogène est toxique pour la plupart des formes de vie et, à l'intérieur du trou bleu, il forme une véritable barrière chimique. Sans oxygène, les charognards disparaissent et les bactéries ne peuvent plus décomposer la matière organique de manière normale. Tout ce qui passe sous cette limite ne se décompose plus normalement. Cela reste sur place. Lorsque le submersible a traversé le nuage toxique et que le fond est apparu, la scène était glaçante. Le fond était couvert de coquilles de lambis dispersées dans les sédiments dans toutes les directions. Certaines étaient regroupées en tas, d'autres reposaient seules, intactes et préservées. Il ne s'agissait pas de fossiles, c'étaient les restes d'animaux qui avaient glissé dans des eaux où ils ne pouvaient pas survivre. À mesure que les projecteurs balayaient le fond, d'autres restes sont apparus, poissons, crustacés, fragments de coraux et autres traces de vie ayant franchi la mauvaise frontière sans jamais pouvoir revenir. Il n'y avait aucune trace de morsure, aucun signe de charognage ni de décomposition normale. Ici, la mort ne conduisait pas à la décomposition, elle conduisait à la préservation. Puis, l'équipe a aperçu des objets modernes, notamment une bouteille en plastique et une caméra GoPro perdue. Mais les découvertes les plus troublantes étaient humaines. L'équipe a localisé les restes de 2 plongeurs disparus des années auparavant. Leur présence confirmait ce que l'environnement indiquait déjà clairement. Le grand trou bleu ne pardonne pas les erreurs. Pourtant, aussi inquiétant que fût ce cimetière sous-marin, ce n'était pas la découverte qui allait changer la mission. Le sonar détectait autre chose. Les marques du fond qui ne devraient pas exister. Au fond du trou bleu, l'équipe s'attendait à trouver un bassin plat composé de sédiments immobiles. Dans une zone morte dépourvue d'oxygène, il ne devrait y avoir aucun mouvement, aucune perturbation et aucune vie active. Pourtant, la cartographie sonar révélait des lignes. Au départ, l'équipe a soupçonné un dysfonctionnement. Un artefact sonar, une erreur logicielle, une déformation due à la pression ou une interférence provoquée par la couche toxique supérieure. Les données ont été recalibrées puis traitées de nouveau. Les marques étaient toujours là. Sur les sédiments fins apparaissaient des traces courbes, des empreintes en boucle et des chemins qui se croisaient. Elles ne ressemblaient ni à de simples fissures, ni à des éboulements rocheux, ni à des impacts de débris. Elles donnaient l'impression que quelque chose s'était déplacé sur le fond avec un certain poids. Les explications les plus évidentes ne tenaient pas. Les submersibles ne s'étaient pas posés. Le souffle des propulseurs aurait dispersé les sédiments vers l'extérieur et des rochers tombés auraient laissé des impacts, non de longues traînées sinueuses. L'hypothèse des courants a ensuite été envisagée, mais elle semblait également difficile à défendre. Sous la couche de sulfure d'hydrogène, l'eau était censée être presque immobile. L'oxygène avait disparu. La circulation était faible. Pourtant, les marques étaient nettes. Certaines traces traversaient des empreintes plus anciennes, d'autres revenaient sur elles-mêmes. Cela soulevait une question que personne ne voulait poser. Quelque chose pouvait-il être vivant là-dessous ? D'un point de vue biologique, la réponse semblait impossible. Les organismes complexes ont besoin d'oxygène, d'énergie et de conditions stables. La partie inférieure du trou bleu n'offrait rien de tout cela. Des microbes pouvaient survivre dans des environnements extrêmes, mais les microbes ne creusent pas de longues traces en boucle dans les sédiments. Si la vie n'était pas responsable, alors autre chose devait l'être.
Le mécanisme qui a rendu le mystère encore plus troublant. De retour à bord du navire de recherche, la carte tridimensionnelle est devenue impossible à ignorer. Les traces pouvaient être pivotées, mesurées, agrandies et comparées. Plus l'équipe les étudiait de près, moins elles ressemblaient à un simple bruit aléatoire. La biologie a d'abord été envisagée, car la vie extrémophile a déjà surpris les scientifiques par le passé. Mais les microbes ne laissent pas d'importantes empreintes courbes, et aucun organisme de grande taille connu ne pourrait survivre dans cette couche chimique dépourvue d'oxygène. La géologie est alors entrée en jeu. Remontée de gaz, glissement de sédiments, libération de pression et courant de densité. Puis un mécanisme possible a émergé. Les marques pouvaient avoir été créées par de lents courants de densité à l'intérieur du gouffre. Vu de la surface, le trou bleu semble immobile, mais il n'est pas totalement isolé des forces extérieures. Les marées, les tempêtes, les variations de pression et l'activité sismique lointaine peuvent transmettre de l'énergie à l'intérieur du système. Lorsque cette énergie atteint la couche dense de sulfure d'hydrogène, l'eau toxique peut se déplacer. Comme cette eau est plus lourde et privée d'oxygène, elle peut s'affaisser vers le fond comme une lente avalanche sous-marine. Au lieu de se précipiter comme un courant classique, elle rampe sur le fond, presse les sédiments, suit les zones les plus basses et entraîne des matériaux dans son mouvement. Des affaissements répétés peuvent avoir emprunté les mêmes contours, approfondissant d'anciennes marques et créant des chemins qui se chevauchent. Le fond marin n'était pas parcouru par une créature vivante. Il était remodelé par la chimie, la pression et la gravité. La partie la plus profonde du trou bleu n'était pas active grâce à la vie, mais grâce au mouvement. Tout ce qui pénétrait dans cette zone inférieure pouvait être enseveli, étouffé et préservé. Le trou bleu n'a jamais été endormi. La plongée de 2018 n'a pas révélé un monstre au fond du grand trou bleu. Elle a révélé quelque chose de plus froid encore. Le danger n'était pas une créature inconnue. C'était un système qui n'a besoin ni de vie, ni de pensée, ni de fin, ni d'intention. Le trou bleu est une machine composée de roches anciennes, d'eau toxique, de pression, de chimie et de temps. C'est ce qui rendait ces traces si troublantes. Elles prouvaient que la partie la plus profonde du trou bleu n'était ni lisse, ni inactive, ni figée. Elle continuait à évoluer sous une couche où la vie ne devrait pas exister. Le cimetière du fond n'avait pas été organisé par une quelconque intention. Coquilles, débris, équipements perdus et corps étaient entrés dans un système qui ne détruit rien. Il les piège. La mission avait commencé comme une tentative de compléter l'histoire que Jacques Cousteau avait entamée plusieurs décennies auparavant. Au lieu de cela, elle a montré que cette histoire n'avait jamais été terminée. Le trou bleu était un système caché qui continuait de fonctionner dans l'obscurité. Et la découverte la plus effrayante n'était pas que quelque chose là-dessous était vivant. C'était que quelque chose là-dessous pouvait bouger sans être vivant du tout.